suis en plein vol. C'est merveilleux, c'est super et pas du tout. Hop! Bonjour les amis, je suis absolument ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à la photo aérienne. Il y a de nombreuses années que je pratique cette activité. Vous allez voir que j'ai utilisé des tas d'engins, tous plus bizarres et différents les uns des autres. Et je voudrais vraiment partager avec vous toute cette expérience et vous permettre de prendre à votre tour de belles images, que ce soit en parapente, en delta, en ULM, en avion, en hélicoptère, bref, en tout ce qui vole, et pourquoi pas avec les nouveaux engins, les drones qui sont à notre disposition. Alors je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails techniques, on va bien sûr parler un petit peu des focales utilisées, des objectifs, des caméras, également un petit peu aussi du développement des photos, parce que la photo aérienne, il faut la développer, il faut la traiter, elle n'est jamais utilisable en direct, mais je voudrais surtout vous offrir de l'espace, du rêve dans ces périodes de confinement et qu'on puisse s'évader tous ensemble. Allez, à tout de suite après le générique, en avant c'est parti! Alors pour réaliser de belles photos aériennes, il faut bien sûr gagner les cieux et surtout y rester le plus longtemps possible. Vous voyez que c'est une problématique qui m'habite depuis mon plus jeune âge. J'ai même essayé d'envoyer ma fille en reconnaissance, voire même des copains qui passaient par là, mais bien vite je me suis aperçu que si je voulais avoir de belles images, il fallait que je m'en occupe moi-même. Alors j'ai utilisé pour ça tout un tas d'engins différents que vous voyez défiler sous vos yeux actuellement. J'ai commencé par le parapente, je me suis intéressé ensuite à l'ULM pendulaire pour passer aux 3 axes. Je suis ensuite devenu pilote instructeur, responsable d'une petite école dans laquelle j'ai organisé des événements qui m'ont permis à la fois de rencontrer des gens et de faire des belles prises de vue avec du matériel particulièrement adapté et dans des lieux super sympathiques. Alors, fort de cette expérience, je me suis aventuré dans des raids, l'organisation d'événements avec de la montagne, de la traversée maritime, j'ai largué des gens, j'ai emmené beaucoup de monde, bref, tout un tas d'expériences très sympathiques qui m'ont amené à utiliser des engins de plus en plus sophistiqués, de plus en plus rapides, pour finir très loin de chez nous, il faut bien l'avouer. Alors la vraie bonne question à se poser lorsqu'on part pour la première fois en reportage photo aérienne, c'est quel matériel je vais emporter. Pour ma part, je distingue 2 cas de figure. La première, lorsque je pars avec un engin volant assez léger, que ce soit un paramoteur ou un ULM pendulaire, là c'est un boîtier et un objectif multistandard, un 28-300 chez Nikon, mais ça peut être un 24-200 chez d'autres marques. Cela me permet d'avoir à la fois un grand angle, pas trop grand parce que souvent on a les ailes, l'hélice, enfin bref, pas mal de choses qui vont venir interférer sur la prise de vue lorsqu'on est en dessous de 24 mm. Et puis également avoir un rapprochement assez marqué qui me permet, sans avoir à trop me déplacer ou trop solliciter le pilote, d'aller photographier des gros plans ou un bâtiment qui m'intéresse particulièrement. Lorsque je vole avec un engin plus grand et que j'ai de la place et je ne risque pas de faire tomber un élément, je prends 2 boîtiers avec 2 objectifs, un 24-70 et un 70-200 de 8. Un autre élément à prendre en compte, on peut tout à fait utiliser encore des boîtiers argentiques, si certains d'entre vous en ont. Je vous montre quelques comparaisons sur des prises de vue réalisées aux mêmes endroits entre un boîtier argentique d'il y a quelques années et un boîtier de 24 ou 36 millions de pixels. Bon, c'est vrai que c'est à l'avantage quand même du boîtier numérique, par un bruit un petit peu inférieur. Il faut bien prendre en compte que en aérien, on a besoin d'une vitesse d'obturation assez élevée. Je veux dire, moi je suis rarement en dessous de millième de seconde, donc fatalement, même s'il y a beaucoup de lumière, on a quand même des sensibilités qui doivent monter entre 800 et 3200 ISO. Donc ça explique bien évidemment que le numérique présente et le numérique récent présente un gros avantage en termes de sensibilité et de capacité également à absorber la dynamique de lumière et de ne pas brûler les hautes lumières. Le choix d'ouverture est toujours autour de la meilleure valeur de l'objectif. La plupart du temps, c'est f8, sauf si j'ai un premier plan, comme un autre appareil volant que je veux détacher du fond, où là, je me mets à pleine ouverture, mais ça reste vraiment exceptionnel.
Alors la photo aérienne a des exigences fortes d'un point de vue logistique et matériel, comme on vient de le voir, mais ce n'est pas tout. Il faut également se lever tôt ou se coucher tard, comme bien souvent en photo, vous allez me dire, mais c'est encore plus vrai dans la photo aérienne. Si vous n'avez pas cette lumière rasante, vous ne pourrez pas donner du relief à vos photos. Il n'y aura pas cet effet 3D et bien souvent elles seront très plates, très fades. Il faut faire attention de ne pas monter trop haut au-dessus du relief que l'on souhaite photographier. Là je suis à peu près à 5000 mètres d'altitude au niveau du Mont Blanc. Là je suis à peu près à 1500 mètres, soit l'altitude du Puy-de-Dôme. Et lorsque je veux prendre la chaîne des Puys sur un coucher de soleil, je suis obligé de redescendre à 1000 mètres, la valeur moyenne des volcans qui la composent. Alors qui dit lumière ne dit pas forcément grand beau temps. Il faut savoir jouer sur ces différences et exploiter ainsi des ambiances totalement différentes du même point de vue. Une lumière plus tamisée ou au contraire orageuse ou un coucher de soleil intense va donner un grand cachet à vos clichés. Le relief ou les éclats lumineux sur des plans d'eau sont aussi une source d'inspiration infinie. Enfin, les saisons apportent un décor totalement différent et permettent de jouer là aussi sur les ombres, sur les ambiances, avec quelque chose qui pourrait s'apparenter à un décor que l'on repeint sur le même sujet photographié. Il faut aussi savoir choisir la bonne orientation du soleil en fonction du bâtiment que vous voulez photographier. La lumière du matin ou du soir ne donnera pas du tout le même cachet à l'architecture que vous allez mettre en avant. De la même façon, un bon repérage au sol évite ce genre de petites bêtises. L'heure de vol est assez chère, il faut vérifier sur place s'il n'y a pas un élément qui perturberait votre prise de vue. Un autre élément à prendre en compte, c'est la verticalité. Photo oblique, photo verticale, c'est pas toujours simple de déterminer quelle est la meilleure façon de photographier le sujet. Il arrive des fois que la photo oblique, qui est la photo la plus souvent employée, ne permette pas d'appréhender totalement la géométrie, la symétrie ou un détail particulier de ce que l'on a en dessous de nous. Il faut aussi contextualiser, et là aussi, ce n'est que l'expérience qui vous permettra d'avoir le regard acéré, le bon angle qui permet d'introduire un élément dans son ensemble. N'hésitez pas pour cela à varier les angles de vue, cela permettra ensuite en post-prod de choisir celle qui vous convient le plus et qui correspond à ce que vous souhaitiez exprimer avec cette photo. Alors une grande partie des photos aériennes maintenant sont réalisées avec des drones, c'est le cas de toutes les images que vous allez voir maintenant. Elles ont été réalisées avec des drones de petits capteurs, un capteur de 1 pouce ou moins. Vous voyez que c'est quand même tout à fait qualitatif, on arrive à faire ressortir des ambiances, avoir des points de vue bien évidemment incroyables que l'on n'aurait même pas avec des moyens de vol traditionnels. On peut aussi faire des photos à la tombée du jour, vous savez qu'on a le droit de voler jusqu'à 30 minutes après le coucher du soleil. On peut réaliser des assemblages, alors ça peut être des assemblages automatiques. Bon, moi je suis pas hyper fan, c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle. Je préfère souvent prendre une série d'images et ensuite les assembler de façon plus traditionnelle dans mon logiciel d'édition. On peut aussi post-traiter, bien évidemment, avec des ambiances, des couleurs, bref, créer comme on fait avec la photo traditionnelle, avec une qualité et un rendu tout à fait intéressant. Voyons maintenant la partie développement. Alors je ne vais pas faire quelque chose de trop détaillé parce que bien évidemment ça pourrait faire l'objet d'un film complet, ce que je ferai certainement par la suite. J'utilise deux logiciels d'édition principalement, Lightroom et de plus en plus Luminar, qui a le mérite d'être beaucoup plus rapide. Donc je suis là dans la bibliothèque, je sélectionne donc dans ma liste de photos celle qui m'intéresse, admettons celle-ci, je l'ouvre. Et on a des paramètres prédéfinis chez Luminar qui sont assez intéressants. Vous avez donc essentiel, landscape, paysage, donc, et puis un onglet aérial, donc l'onglet pour les photos aériennes. Et là-dedans, vous avez un ensemble de presets qui sont plutôt intéressants. Alors, souvent, les curseurs sont poussés un petit peu fort. Donc, on va sélectionner le Golden Hour, donc l'heure dorée. Et ensuite, je vais affiner un petit peu tout ça, donc par des réglages un petit peu plus modérés. Je vais déjà réduire un petit peu le preset de départ, voilà.
Après, très souvent, je travaille un peu la lumière. J'aime bien augmenter un petit peu les noirs, ce qui donne encore un petit peu plus de contraste. Il y a un contraste intelligent qui est très efficace chez Luminar. C'est vraiment une de leurs points forts. J'aime bien aussi descendre un petit peu la lumière dans le ciel. Donc là, c'est dans Amélioration, Embellisseur de ciel. Donc là, voilà, je vais mettre un petit peu plus de saturation dans le ciel. Et puis pour certaines photos, je vais accentuer un petit peu les détails. Alors là, il faut y aller avec des pincettes parce que c'est assez costaud généralement. Donc voilà. Voilà, après on peut faire un petit recadrage éventuellement, si on le souhaite. Là j'ai une zone d'ombre qui est, je trouve, pas forcément extrêmement gracieuse, donc je peux avoir soit un recadrage avec un ratio d'origine, soit un recadrage libre, ce que je vais sélectionner, et là je vais juste enlever ma petite zone d'ombre, voilà, ok, ça marche, terminé. Voilà, et après il y a juste la fonction export, et là vous choisissez ensuite d'exporter l'image dans le dossier de sauvegarde de votre choix. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce film. Vous voyez qu'on peut donner vraiment libre cours à son imagination avec quelques petits montages d'infographie et puis aussi apprécier des couleurs, des ambiances, laisser libre cours à son imagination, à sa poésie pour réaliser les plus belles images. A très bientôt pour de nouvelles images, de nouveaux tests sur la chaîne. N'oubliez pas, abonnez-vous et surtout, portez-vous bien. Ciao!